L'Organisation de libération de la Palestine accuse l'Irak d'être à l'origine du détournement de l'avion de la British Airways. Un otage a été tué ce matin à Tunis. Rugby, faillite des botteurs français à Toulouse, notre équipe nettement battue 13-4 par les Springboks. Chaque équipe a marqué un essai. À Vladivostok, M. Brejnev et Ford réaffirment leur détermination de tout faire pour donner à la détente un caractère irréversible. Réunion du comité directeur du Parti socialiste à Paris, au centre des débats, la polémique avec le Parti communiste. M. Mitterrand ne veut pas envenimer la querelle. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. On s'interrogeait ce matin sur les raisons qui ont conduit un commando palestinien à détourner un Vickers de la British Airways sur Tunis et à exécuter un otage au moment où la cause palestinienne triomphait à l'ONU. Nous allons avoir une réponse à ces questions avec le représentant en France de l'Organisation de libération de la Palestine, M. Azedi, qui est ici dans ce studio. Mais voyons d'abord avec Christian Bousquet ce qui s'est passé aujourd'hui, la dernière information venant du Caire, où l'on a annoncé que le président Sadat avait accepté de libérer 5 Palestiniens sur les 13 réclamés par le commando de Tunis. L'instant le plus dramatique ayant été, depuis le début de ce détournement, l'exécution ce matin d'un otage. Le drame s'est joué très rapidement, presque à l'insu des nombreux journalistes, hommes politiques et membres de forces de l'ordre qui, depuis hier midi, observent de loin cet avion immobilisé sur la piste à quelques centaines de mètres des bâtiments de l'aéroport. Il était 8h30 ce matin, heure de Paris. Un homme vient de monter à bord de l'appareil. On saura beaucoup plus tard qu'il s'agit d'un représentant de l'OLP, l'organisation de Yasser Arafat. Il est venu négocier avec les pirates de l'air, une négociation qui se solde par un échec puisque quelques instants plus tard, par la porte arrière de l'avion, un corps tombe à terre tandis que les témoins entendent un coup de feu. Le drame s'est joué, les Fedayines ont exécuté leur premier otage, un banquier allemand qui exerce à Zurich. Et ce sont ces images que vous voyez en ce moment même, une ambulance qui s'est approchée de l'appareil, 2 hommes transportant une civière qui courent vers le corps recroquevillé sur la piste. Pourquoi cette exécution alors qu'on pensait que les négociations en cours allaient permettre d'éviter le drame, alors que les Fedayines avaient libéré hier soir 2 femmes et 2 enfants et qu'à plusieurs reprises cette nuit, ils avaient accepté de repousser l'ultimatum qu'ils avaient fixé. Un otage devait en effet être abattu toutes les heures si les 3 exigences du commando n'étaient pas satisfaites. Libération de 13 Fedayines détenus au Caire et de 2 autres emprisonnés à Schwenningen aux Pays-Bas. Et enfin, la Grande-Bretagne devait reconnaître dans un communiqué sa responsabilité dans la création de l'État d'Israël. Tout semblait pourtant se dérouler le mieux du monde pour que les otages aient la vie sauve. La Hollande était prête à libérer les 2 Fedayines. Nous n'attendons qu'une demande officielle, disait-on, à La Haye. La Grande-Bretagne, elle, avait envoyé un négociateur à Tunis et surtout un avion avait, disait-on, amené les 13 Fedayines détenus au Caire. Mais cette dernière nouvelle était fausse et c'est ce qui a mis le feu aux poudres. Lorsque les pirates de l'air ont découvert qu'on s'était joué d'eux, leur réaction a été violente. Et ce meurtre de sang-froid du banquier allemand était destiné à montrer qu'ils ne plaisantaient pas, qu'ils iraient jusqu'au bout de leur chantage. Ils menaçaient d'ailleurs de tuer un 2e otage dans l'heure qui suivait, mais jusqu'à présent, cette menace n'a pas été mise à exécution. Merci. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons ici M. Kallak, qui est le représentant de l'Organisation de libération de la Palestine à Paris. Et je dois d'autant plus le remercier d'être venu qu'il est avare d'apparitions publiques, puisque, comme vous le savez, son prédécesseur à Paris, Mahmoud Hamshari, a été assassiné récemment à Paris par des agents si secrets qu'ils n'ont pas encore été retrouvés. Monsieur, que pensez-vous de ce qui se passe à Tunis? Tout d'abord, ces gens appartiennent-ils à l'OLP? Pour appartenir à la résistance palestinienne, il faut être un combattant de la liberté et la justice. Jamais dans l'histoire de notre résistance, des Fedayines ont commis un tel acte. Donc, ils n'appartiennent pas à l'OLP. Quelles sont alors, à votre avis, les raisons de cette opération? Il est permis de penser, quand on sait que la lutte du peuple palestinien vient d'être investie aux Nations Unies d'une légitimité internationale. Et en même temps, quand on voit notre peuple à Jérusalem, dans les principales villes du territoire occupé, que ce soit à Naplouse, à Jénine et ailleurs, manifester solennellement dans les rues son approbation de la ligne politique de l'OLP et encourageant notre frère Yasser Arafat, il est permis de penser quelle est la force derrière cette opération. C'est-à-dire, quel est le pays que vous visez directement? Je vise aucun pays.
mais vous pensez qu'il y a quand même quelqu'un qui a intérêt à ce que l'OLP... Je pense que la lutte du peuple palestinien est une lutte libératrice pour le bien de tous ceux qui vivent actuellement au Moyen-Orient. Et jamais la résistance palestinienne a commis de tels actes. Donc pour nous, essentiellement, cette opération, elle est condamnée, elle est condamnable. Justement, alors je voulais vous demander, que pense l'OLP exactement du terrorisme? Yasser Arafat l'a condamné à l'ONU récemment. Et qu'entendez-vous exactement par là? Parce que, effectivement, il y a de nombreux actes de terrorisme qui sont reprochés à l'OLP. Nous distinguons entre deux choses. D'abord, la lutte du peuple palestinien, que ce soit sur les niveaux militaires, politiques et diplomatiques. Et la deuxième chose, c'est le terrorisme. Pour nous, quand il y a l'occupation, quand il y a l'oppression, la répression contre notre peuple, d'après la Charte des Nations Unies, tout peuple, comme le peuple palestinien, a le droit de s'opposer à l'occupation et à la répression. Mais cela dit, nous avons dénoncé le terrorisme et notre frère Yasser Arafat, président du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, a à maintes reprises condamné le terrorisme. Et je vous rappelle, si vous voulez, non seulement les déclarations officielles, mais l'entretien qu'il a eu avec un groupe de parlementaires européens dans le cadre du dialogue euro-arabe. Oui, l'entretien avec notre ministre français des Affaires étrangères à Beyrouth. C'est ça, et il a répété la condamnation de l'OLP du terrorisme, quel que soit l'endroit, parce que pour nous, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la Palestine occupée, nous sommes farouchement contre le terrorisme. Et est-ce que vous avez des moyens d'empêcher justement les groupuscules terroristes de continuer à se manifester? Nous avons donc, il y a plusieurs états de ces moyens. Il y a les déclarations politiques qui reflètent notre position. Nous avons condamné l'opération d'Athènes, nous avons condamné l'opération de Rome, et de la même manière, nous avons condamné cette opération tragique qui se déroule actuellement à Tunis. Et nous avons envoyé cette fois-ci une délégation avec un haut responsable pour trouver une issue heureuse pour les voyageurs qui sont au bord. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le vote intervenu hier soir à New York est une consécration triomphale de la résistance palestinienne puisque par 89 voix contre 8 et 37 abstentions, elle reconnaît le droit des Palestiniens à l'indépendance et à la souveraineté. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Victoire écrasante de l'Organisation pour la libération de la Palestine. C'est la résolution la plus dure, celle qui épouse pratiquement les thèses de M. Yasser Arafat, qui a recueilli l'approbation de la grande majorité des délégations dans l'enceinte de l'Assemblée générale des Nations unies. La résolution reconnaît aux Palestiniens le droit de recourir à tous les moyens pour récupérer leurs biens et leur patrie. La résolution ne fait à aucun moment mention de l'existence de l'État d'Israël, dont la création en Palestine avait été permise 27 ans plus tôt par cette même Assemblée. Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères déclarait ce matin à Jérusalem qu'Israël rejette totalement les résolutions sur la Palestine, résolutions qui tournent en dérision l'esprit qui a inspiré les fondateurs après la défaite de la tyrannie nazie. Après 8 jours de débats houleux, le président de l'Assemblée générale, M. Bouteflika, annonçait la nuit dernière le résultat du vote historique. 89 voix pour, 8 voix contre, 37 abstentions. Les délégations arabes ont quitté la salle au moment où M. Joseph Tekoa, délégué israélien, prenait la parole. En réduisant sa charte en poussière, a déclaré M. Tekoa, en se soumettant à la violence et à la sauvagerie, en acclamant les hors-la-loi, l'inhumanité et l'hypocrisie, l'ONU a plongé dans un abîme dont elle ne se relèvera pas. Israël, a poursuivi son représentant, ne se laissera pas détourner de son cours. Jamais le peuple d'Israël ne s'est senti plus certain de la justice de sa cause. Deuxième titre de ce journal, le rugby. L'espoir caressé secrètement par l'équipe de France n'a pu se concrétiser aujourd'hui au stadium de Toulouse. L'équipe de France a subi la loi de l'Afrique du Sud, 13 points à 4. À la mi-temps, elle était menée 7-0, dans le premier des 2 test-matchs prévus entre les deux pays.
Dominé en puissance physique au niveau des avants, le 15 français a en outre été victime de la faillite de ses buteurs, Jean-Pierre Romeu et Jean-Michel Aguirre, qui, à eux deux, ont manqué toutes les pénalités tentées, soit 7 au total. Une pluie persistante, un vent soufflant en rafale, les conditions atmosphériques étaient loin d'être idéales cet après-midi à Toulouse pour le premier test match opposant les Springboks au 15 de France. D'entrée, en dépit d'un ballon très glissant, les Français qui jouent en blanc devaient tenter leur chance à la main. À la 10e minute, Jacques Fourou alertait ses trois quarts, Aguirre s'intercalait, mais Bertrand échappait malheureusement la balle. Quelques minutes plus tard, les tricolores bénéficiaient d'une pénalité. Jean-Pierre Romeu échoué dans cette première tentative. Le Montferrandais, très malheureux aujourd'hui, a manqué tous ses coups de pied. Au fil des minutes, les Sud-Africains accentuaient leur pression. À la 20e minute, ils allaient ouvrir la marque à la suite d'un superbe mouvement amorcé par Ellis et Duplessis, lequel Duplessis lançait ses trois quarts avec l'arrière Snyman intercalé pour envoyer l'ailier Stapelberg à l'essai. Un essai qui ne sera pas transformé, nous revoyons l'action au ralenti. 4-0 pour les Springboks. En fin de première mi-temps, les tricolores réussissaient plusieurs mouvements dangereux, notamment par Jacques Fourou, qui à la 34e minute, à la suite d'un slalom, à travers les lignes sud-africaines, parvenait à lancer l'ailier Gourdon. Dans les ultimes secondes de cette première mi-temps, les Sud-Africains augmenteront leur avance à la marque sur une pénalité réussie par l'ouvreur Bosch. 7-0, c'était le score à la mi-temps. Nouvelle pénalité réussie par Bosch, 10-4 pour les Springboks. Maintenant, suivez bien cette action, elle va aboutir à l'essai français, un essai en contre. Romeu lance Etchenik et c'est Bertrand qui marque en moyenne position. Jean-Pierre Romeu manquera la transformation. Nous revoyons l'essai français au ralenti. 10-4, les Français n'étaient pas encore complètement distancés par les Sud-Africains. Les avants parvenaient même, en fin de match, à malmener sérieusement le pack sud-africain. Mais à 4 minutes, avant le coup de sifflet final, l'ailier Foury creusait définitivement l'écart sur un coup de pied de pénalité, portant le score à 13-4. Nous venons de réussir, je crois, à voir Toulouse, notre station régionale, où se trouve le capitaine du 15 de France. Que pense-t-on là-bas de la défaite des Français? Eh bien Bernard, les Springboks, on les connaissait, ceux qui les suivent savent qu'ils ont un jeu simple, collectif, efficace, c'est l'image de leurs 6 victoires. Mais dans le camp français, il y avait l'inspiration, c'est cette inspiration sur laquelle on comptait Jacques Fourou, qui est venu peut-être un peu tard. Alors comment expliquez-vous un peu ce qu'on peut appeler une réaction tardive des Français? Vous savez, dans le jeu de rugby, il n'y a pas que l'inspiration qui compte, il y a aussi les qualités physiques. Et ces joueurs sud-africains étaient vraiment des joueurs assez impressionnants et peut-être qu'effectivement, à 20 minutes de la fin, nous avons trouvé le moyen de les contrer, peut-être aussi de les battre. Et dommage qu'on s'en soit aperçu un peu tard. C'est peut-être un peu tard, ce moment-là. Mais oui, il restait un quart d'heure à jouer. Les Sud-Africains menaient au score. Et je crois que le fait d'avoir tapé très haut et d'être monté sur eux avec beaucoup de courage et beaucoup de vaillance les a gênés, tout autant que nous d'ailleurs. Et comment expliquez-vous aussi cette faillite des buteurs français? Je crois que c'est surtout imputable au fait que le ballon était très très glissant, car les Sud-Africains ont eux aussi banqué beaucoup de buts. Enfin, il y a cette domination aussi de la 3e ligne, une 3e ligne Springbok qui a paru pouvoir sortir trop facilement de la ligne d'avant. Je ne sais pas, effectivement, les 3e lignes de Springboks ont leur tâche peut-être facilitée par le fait qu'ils ont des gabarits assez impressionnants au niveau des 2 premières lignes. Ça permet aux 3e lignes d'avoir un peu plus de liberté. Rien n'est perdu, vous les connaissez mieux. Pensez-vous qu'en une semaine, le 15 de France va pouvoir se refaire une santé? Je ne pense pas qu'on ait à se refaire une santé. Ce que je souhaite, c'est que les 15 joueurs qui auront à jouer contre les Springboks les considèrent comme des hommes, mais non pas comme des surhommes.
C'est peut-être que nous avions surestimé, que nous avons eu peur de jouer contre eux. Et c'est en jouant, je crois, qu'on arrivera à les battre. Alors, jouer pour arriver à les battre. Demain, les sélectionneurs arrêteront la composition du 15 de France qui jouera à Paris samedi prochain. Un 15 de France qui sera peut-être changé, mais je crois que l'on fera confiance aux hommes en place. Merci Toulouse. Le troisième titre de ce journal, c'est La politique. Placer le Parti communiste devant ses responsabilités dans la polémique qui l'oppose au Parti socialiste, critiquer l'action économique et sociale du gouvernement, tels ont été les thèmes du comité directeur du Parti socialiste qui s'est tenu aujourd'hui. Bien entendu, c'est sur la querelle avec le Parti communiste que l'on attendait la réaction des socialistes. Pour M. Claude Estier, la campagne d'accusation et d'injustice doit purement et simplement cesser. Le Parti socialiste n'a pas à se défendre du grief d'avoir abandonné les positions dont chacun sait en France qu'il les affirme plus que jamais et autant que quiconque. Il ne fera rien pour relancer la polémique qui reste donc à sens unique. Le Parti socialiste entend que soit respectée par ses partenaires la liberté de ses décisions et de son action en conformité avec les engagements auxquels il a souscrit, en premier lieu le programme commun de gouvernement. Tout a été et sera fait par lui pour que la stratégie et les moyens qu'implique le programme commun aboutissent à la victoire des forces populaires et donc à l'arrivée à l'Assemblée nationale d'une majorité de gauche et à l'accession au pouvoir d'un gouvernement chargé d'appliquer la politique ainsi définie. Dans l'immédiat, le Parti socialiste demandera au Parti communiste et au mouvement des radicaux de gauche le dépôt d'une motion de censure. Cette motion permettra, mieux que toute autre initiative commune dans les circonstances actuelles, de porter devant le pays condamnation de la politique gouvernementale, de soutenir les luttes des travailleurs et de proposer les solutions et les objectifs contenus dans le programme commun. Nous sommes fidèles aux engagements souscrits par le Parti socialiste, a déclaré Michel Rocard aujourd'hui à Saint-Étienne. Le programme commun, souligne Michel Rocard, constitue un tournant capital et positif dans l'évolution de la gauche, mais ce programme n'est pas le tout de l'action de la gauche. Cet été, la reprise du travail se confirme et s'accélère. Elle sera effective dans plusieurs villes de province dès lundi. Par contre, les centres de tri de Paris restent paralysés. Ce matin, les fédérations syndicales ont eu un nouveau contact avec le secrétariat d'État. Il ne s'agissait pas de négociations, ces entretiens avaient seulement pour objet de préciser les créations d'emplois annoncées par Pierre Lelon dans son discours à l'Assemblée nationale. Pour la CGT et la CFDT, la grève se poursuit, mais les discussions pourraient reprendre la semaine prochaine. Néogravure, après 3 semaines de conflit, reprise du travail probable lundi. Les travailleurs de la néogravure se prononcent actuellement sur les propositions établies jeudi entre les syndicats et les pouvoirs publics. Ces propositions, jugées positives par la Fédération des livres CGT, précisent que l'ensemble des activités d'entreprise sera maintenu. Bienvenue au président Ford, c'est ce que pouvait dire le chef de l'exécutif américain alors qu'il posait pour la première fois ce matin le pied sur le sol soviétique. C'est un Léonid Brejnev très souriant qui a accueilli Gerald Ford. Les deux hommes se sont longuement serré la main. Le secrétaire général du Parti communiste a tout de suite fait remarquer au président américain que le climat sibérien, et pour cause de Vladivostok, rendait obligatoire le port d'une toque en fourrure. Aussitôt dit, aussitôt fait. Un premier accord en quelque sorte. Pour les deux hommes, il s'agit en effet d'une première rencontre, une prise de contact, car ces entretiens, du fait de leur brièveté, ne devraient permettre aucun accord spectaculaire. Reste que ces discussions interviennent à un moment où une mise au point des relations américano-soviétiques s'impose. La détente, née avec la visite de Nixon en Union soviétique en mai 72, piétine. Le départ de ce dernier et l'arrivée au pouvoir d'un Gerald Ford ont créé un certain malaise au Kremlin. Et à l'heure où sa diplomatie est quelque peu contestée au sein du comité central, Léonid Brejnev se doit de démontrer qu'un changement d'homme à la Maison-Blanche ne modifie en rien le processus de rapprochement dont il est l'artisan. Du côté américain, un homme veut démontrer la même chose. Il s'agit d'Henry Kissinger. Reste un obstacle, le président Ford lui-même.
Plus préoccupé par les problèmes intérieurs que son prédécesseur, l'actuel président prête beaucoup plus l'oreille aux critiques de ses adversaires. Et il ne fait aucun doute qu'une certaine hostilité à l'égard de l'Union soviétique existe en ce moment aux États-Unis. Mais à l'heure où la détente devrait imposer sa loi, les deux hommes peuvent-ils se permettre de rater leur rendez-vous à Vladivostok? M. Aldo Moro est l'un des dirigeants les plus en vue de la démocratie chrétienne. Il a 58 ans, il a déjà été 3 fois président du Conseil. M. Aldo Moro a donc formé ce nouveau gouvernement après une crise politique qui a duré 50 jours. Et puis il a fallu à M. Aldo Moro 3 semaines de discussion avec les partis politiques pour avoir la possibilité d'annoncer la formation de ce gouvernement. Or, quel est le résultat? Eh bien, M. Aldo Moro a été obligé de former ce qu'on appelle un gouvernement bicolore, c'est-à-dire comprenant des démocrates chrétiens et des républicains. Mais tout cela veut dire que les socialistes et les sociodémocrates abandonnent la démocratie chrétienne, sans doute parce qu'ils n'ont pas tellement envie de partager les responsabilités de la crise économique actuelle. Mais cela veut dire aussi que les syndicats vont sans doute devenir de plus en plus agressifs, dans la mesure justement où les socialistes ne participent pas à ce gouvernement. C'est en fait la situation économique et sociale qui décidera de l'avenir de ce 37e gouvernement italien depuis la chute de Mussolini. En 1974, les prix à la consommation ont augmenté de 25%. Les salaires sont régulièrement révisés, mais cela ne suffit pas à compenser l'inflation. Et puis, il y a un peu partout en Italie des risques de chômage. C'est vrai pour les géants de l'industrie comme Fiat, mais c'est surtout vrai pour les petites et moyennes entreprises. M. Aldo Moro aurait l'intention de maintenir un dialogue permanent avec les syndicats. Il va demander aux organisations syndicales de modérer leurs revendications en échange d'un salaire garanti pour les chômeurs. Mais justement, en l'absence des socialistes et des sociodémocrates, ce gouvernement a une coloration de droite qui risque de provoquer la méfiance des syndicats. Les Italiens auraient-ils pris de mauvaises habitudes? Effectivement, pendant ces 50 jours de crise politique, on s'est même demandé si un gouvernement était indispensable en Italie. Et puis tous ces marchandages, ces tractatives entre les partis politiques ont certainement éloigné encore davantage les Italiens des jeux politiques à la romaine. On peut donc dire que ce nouveau gouvernement ne bénéficie pas d'un préjugé favorable. La situation économique frise la catastrophe, au point qu'il est question que les règlements du marché commun ne soient plus appliqués à l'Italie. On attendait par conséquent autre chose, et surtout des hommes nouveaux, alors que tous les ministres actuels ont plus ou moins fait partie des différents gouvernements qui se sont succédés en Italie depuis 20 ans. Terminons par une nouvelle importante. La plus belle femme du monde a été élue hier soir à Londres. On peut l'appeler Miss Monde ou Miss Mère célibataire. Il s'agit d'une ravissante brune aux yeux noisettes, Hélène Morgan, que vous allez voir dans un instant. La belle Hélène, dont nous ne connaissons pas, hélas, les mensurations, à 22 ans. Elle avait récemment annoncé qu'elle était la mère d'un enfant de 18 mois. Elle vit avec son amie au Pays de Galles et pense qu'elle n'est pas faite pour le mariage. Les femmes mariées ne peuvent pas se présenter au concours de Miss Monde, mais le règlement n'a pas prévu le cas des mères célibataires. La voici. Je suis fier de mon bébé, a dit Miss Monde, qui a touché 550 000 francs, des francs de maintenant, pour sa beauté. Certains journalistes britanniques ont protesté contre cette élection qu'ils ont qualifiée de stupide. Il est vrai qu'ils n'avaient pas encore vu Hélène Morgan. Quant à moi, je pars pour Londres tout de suite, bien sûr, et je vous laisse avec Michel Copps qui vous présentera les dernières informations à 23h10. Bonne soirée.